Aussi sidérant, spectaculaire ou grandiloquent qu'il soit, le concept d'anthropocène ne désigne pas une découverte scientifique. Il ne renvoie pas à une avancée récente des sciences du système Terre. L'anthropocène est une simple proposition géologique, un constat quantitatif encore en débat parmi la communauté des géologues et des stratigraphes. Sa force n'est pas conceptuelle, scientifique, elle est avant tout esthétique. Le concept d'anthropocène est une manière brillante de renommer et résumer certains résultats fondamentaux des sciences du système Terre. Contrairement à l'expression crise environnementale, qui désigne une épreuve brève dont l'issue serait imminente, l'anthropocène désigne un point de non-retour, une bifurcation géologique dans l'histoire de la Terre. L'anthropocène, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est tout de même celle d'une époque géologique. Si nous ne savons pas exactement ce que l'anthropocène nous réserve, les simulations du système Terre sont incertaines, une chose est sûre, nous y sommes entrés sans espoir d'en sortir, pris dans le vortex chaotique des actions et rétroactions liant le capitalisme industriel au système Terre. Ce que nous vivons n'est pas une simple crise environnementale, mais une révolution géologique d'origine humaine. Le concept d'anthropocène a cela d'intéressant, mais aussi de très problématique pour l'écologie politique contemporaine, qu'il réactive les ressorts d'une esthétique bien particulière, l'esthétique du sublime, esthétique occidentale et bourgeoise par excellence, vilipendée par les critiques marxistes, féministes et subalternistes, comme par les postmodernes. Le discours de l'anthropocène correspond en effet assez fidèlement au canon du sublime tel que défini par Edmund Burke en 1757. Selon ce philosophe anglais conservateur, surtout connu pour son rejet absolu de 1789, l'expérience du sublime est associée aux sensations de stupéfaction et de terreur. Le sublime repose sur le sentiment de notre propre insignifiance face à une nature lointaine, vaste, manifestant soudainement son omnipuissance. De manière plus précise, l'anthropocène reporte le sublime de la vaste nature vers l'espèce humaine. Tout en jouant des effets du sublime, il en renverse les polarités classiques. La terreur sacrée de la nature est transférée à une humanité devenue colosse géologique. Écoutons les scientifiques promoteurs de l'anthropocène. L'humanité, notre propre espèce, est devenue si grande et si active qu'elle rivalise avec quelques-unes des grandes forces de la nature dans son impact sur le fonctionnement du système Terre, et donc le genre humain est devenu une force géologique globale. Mais cette opération esthétique, au demeurant très réussie, n'est pas sans poser problème, car ce qui est rendu sublime, ce n'est pas bien sûr l'humanité, mais c'est de fait le capitalisme. L'anthropocène n'est certainement pas l'affaire d'une espèce humaine, d'un anthropocène différencié, ce n'est même pas une affaire de démographie. Entre 1800 et 2000, la population humaine a été multipliée par 7, la consommation d'énergie par 60, et le capital, si on reprend les chiffres de Thomas Piketty, par 134. Ce qui nous a fait entrer dans l'anthropocène, c'est avant tout une vaste technostructure, orientée vers le profit, une seconde nature faite de routes, de plantations, de chemins de fer, de mines, de pipelines, de forages, de centrales électriques, de marchés à terme, de porte-containers, de places financières, de banques et bien d'autres choses encore, qui structurent les flux de matière à l'échelle du globe selon une logique inégalitaire. Si vous voulez une explication de ce graphe... Pardon. Excusez-moi. Si vous voulez une explication de ce graphe, il faudra aller à la conférence de Christophe Bonneuil demain. Bref, le changement de régime géologique est bien sûr le fait de l'âge du capital, pour reprendre l'expression de Hobsbawm, bien plus que le fait de l'âge de l'homme dont nous rebattent les récits dominants. Le premier problème donc du sublime anthropocénique est qu'il renomme, esthétise et surtout naturalise le capitalisme, dont la force se mesure dorénavant à l'aune des manifestations de la première nature, les volcans, la tectonique des plaques ou les variations des orbites planétaires, que 2 siècles d'esthétique nous avaient appris à craindre, mais aussi à révérer. Le second ressort de l'anthropocène est le sublime de la découverte scientifique. Écoutons de nouveau les scientifiques promoteurs de l'anthropocène. Par le passé, du fait de la science, l'humanité a dû faire face à de profondes remises en cause de leur système de croyances. Un des exemples le plus important est la théorie de l'évolution. Le concept d'anthropocène pourrait susciter une réaction hostile similaire à celle que Darwin a produite. Le récit officiel de l'anthropocène en fait donc une révolution scientifique, pour reprendre le terme de Thomas Kuhn. C'est un récit d'éveil. Il y aurait eu un grand moment d'inconscience jusqu'à la fin du XXe siècle, suivi par une prise de conscience soudaine. Nous sommes la première génération à disposer d'un savoir étendu de la façon dont nos activités influencent le système Terre, pour citer encore les papiers centraux de l'anthropocène. Le sublime scientifique de la découverte soudaine est colporté à l'envi par la presse afin de mieux héroïser les scientifiques qui ouvrent les yeux à l'humanité. Le journal anglais The Economist évoque la création du concept d'anthropocène au début des années 2000 comme l'un de ces, je cite, l'un de ces moments où une découverte scientifique pourrait changer radicalement notre vision des choses, comme lorsque Copernic comprit que la Terre tournait autour du Soleil.
Rarement depuis 30 ans, les Galilée, Darwin, Pasteur et autres Copernic n'auront été autant convoqués pour la cause écologique. Avant, on méconnaissait la dimension globale de la nature, on la séparait de la société, on la réduisait à un décor extérieur de l'agir humain. Avant, nous étions aveugles, maintenant, nous savons. Les expériences du sublime sont toujours à replacer dans un contexte historique et politique particulier. Elles renvoient à des émotions dépendantes des conditions culturelles, naturelles ou technologiques de chaque époque, et ce sont ces conditions qui en fournissent les clés de compréhension politique. Au XIXe siècle, le sublime d'une nature violente et abstraite permettait de relativiser les dangers bien réels d'un mode de vie technologique et urbain. L'art du sublime nourrissait également le fantasme d'une nature incommensurable et inépuisable au moment précis où le capitalisme l'humiliait. Dans une culture prenant au sérieux le projet de maîtrise technique de la nature, l'esthétique du sublime fournissait ainsi aussi un plaisir coupable. Au début des années 2000, le sublime de l'Anthropocène fournit un plaisir négatif, un plaisir coupable, un frisson coupable analogue. Alors que les classes moyennes intellectuelles se convertissent aux soucis écologiques, alors qu'elles rejettent les idéaux modernistes de maîtrise de la nature comme has-been, alors qu'elles proclament la fin des grands récits, la fin du progrès, la fin de la lutte des classes, etc., l'Anthropocène procure le frisson d'un nouveau récit sublime. Sur un fond d'agnosticisme quant au futur, l'Anthropocène donne un nouvel horizon grandiose à l'action politique. Dans le contexte idéologique terne du développement durable et de la précaution, penser le mouvement d'une humanité devenue force tellurique paraît autrement plus excitant que penser la décroissance et l'involution d'un système économique. Au fond, le sublime de l'Anthropocène rejoue assez exactement la scène finale du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, à savoir l'avènement d'un agent géologique conscient, d'une sorte de bébé réflexif, d'un corps planétaire réflexif. Et c'est bien pour cela que l'Anthropocène fait tressaillir théoriciens, philosophes et artistes. Il semble désigner un événement métaphysique intéressant. Le but de mon propos est d'insuffler un peu de modestie dans la révélation anthropocénique. En tant qu'historien, ce qui me frappe le plus dans le discours de l'Anthropocène, c'est sa pesante insistance sur la nouveauté radicale, sur la révélation tonitruante et sur le génie scientifique. Le discours de l'Anthropocène rejoue à 30 ans de distance le coup de la modernité réflexive chère aux sociologues des années 90. Le sublime géologique a remplacé le grandiose historique, mais se rejoue finalement la même geste de rupture avec un passé inconscient, non clairvoyant, non réflexif. Le but n'est évidemment pas de nier tout changement, ou même de dire que les continuités sont plus fortes que les ruptures, mais de questionner les raisons de la mise en scène d'un tel hiatus, d'une telle incommensurabilité entre un passé aveugle et nous. Le but est ainsi de miner l'illusion réconfortante de notre exceptionnelle conscience des choses. Pour ce faire, je vous propose un détour historique qui, en fait, une sorte de généalogie possible de l'ontologie ou du paradigme des sciences du système Terre. Et je crois que pour en saisir les origines historiques, il faut revenir au mois de juillet 1494, lors du second voyage de Christophe Colomb. Sa flotte navigue alors entre Cuba et la Jamaïque sous des pluies diluviennes de la mousson. L'expédition est en péril. Les trompes d'eau submergent les cales, corrompant les provisions. Plusieurs jours durant, le ravitaillement de l'équipage dépend du seul secours des Indiens. Dans cette situation critique, Christophe Colomb aurait eu la réflexion suivante. Je cite en fait son fils, Fernando Colomb, qui a écrit l'une des premières biographies de Christophe Colomb. Le ciel, la disposition de l'air et du temps à ces endroits sont les mêmes que dans les environs, à savoir que chaque jour, à l'heure des vêpres, apparaît un nuage avec de la pluie qui dure 1 heure, quelquefois plus, quelquefois moins, ce qu'il attribuait, donc Christophe Colomb, ce qu'il attribuait aux grands arbres de ce pays. La preuve que Colomb apporte du lien entre couvert forestier et précipitation est la suivante. Il savait par expérience, trovato per esperienza, qu'il en avait été de même auparavant aux Canaries, à Madère et aux Açores, mais que depuis qu'on y avait coupé les arbres qui les encombraient, ingombravano, il ne se génère plus autant de nuages et de pluie qu'avant. Cette observation doit être prise au sérieux. Le climat des îles des Caraïbes revêt pour Colomb une importance fondamentale, puisqu'il s'agit de rassurer ses lecteurs, Ferdinand et Isabelle de Castille, ainsi que ses banquiers, quant à l'habitabilité de territoires situés dans la zone tauride, donc une zone supposée vide d'hommes de la géographie antique. Avant l'épisode de la mousson, Colomb décrit la Jamaïque de manière superlative comme la plus belle des îles qu'il eût jusqu'alors rencontrées, avec des ports vastes et commodes et des abris excellents. La température y est décrite, je cite, comme celle d'une nuit de mai en Andalousie. Mais l'expérience de la mousson, alors tout à fait extraordinaire pour un Européen, crée une tension dans ce fil narratif général. Elle trouble l'image des îles caribéennes comme espace paradisiaque et sans pareil d'opportunités coloniales.
Et c'est à ce moment clé du texte que la possibilité, la certitude même d'un changement climatique est invoquée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exploitation du bois libérera les îles des forêts qui les encombrent, elle transformera le climat des Caraïbes, car les arbres, nous dit Colomb, génèrent nuages et pluie. D'où Colomb a-t-il tiré l'idée, a priori étrange, que la forêt génère la pluie? La théorie climatique du navigateur génois tient à son expérience directe du premier choc écologique de l'histoire. Les îles de Madère et de Porto Santo, vierges d'hommes avant l'arrivée des Portugais en 1419, connaissent des changements environnementaux extrêmement brutaux. Madère, l'île du bois en portugais, devient en quelques décennies le premier centre mondial de production du sucre. Dans les années 1450, les capitaux européens ainsi que le trafic des esclaves africains convergent vers Madère pour en faire la première économie de plantation de l'histoire. Or, la plantation du sucre, la cuisson du jus de canne est très énergivore. Au pic de production atteint vers 1505, on estime que les raffineries de Madère consommaient 500 hectares de forêt par an. En tant que marchand génois établi à Lisbonne dans la décennie 1470, Christophe Colomb a vécu de très près le boom sucrier. Mieux, en 1478, il épouse Felipa Moniz, la fille du conquistador de Porto Santo, Bartolomeu Perestrello, un chevalier lombard qui, en 1418, sous l'égide de la couronne portugaise, avait participé à la toute première expédition coloniale vers l'archipel des Madères. Après son mariage, Colomb s'établit pour un temps à Madère et à Porto Santo, qui est alors sous le gouvernement de son propre beau-frère. Et Christophe Colomb dispose donc d'un point de vue idéal pour connaître les conséquences environnementales de la colonisation. Un récit circulant entre conquistadors, marchands, colons et érudits a dû nourrir la réflexion climatique de Christophe Colomb. Il concerne l'île de Fer, Isla de Hierro, à savoir l'île la plus occidentale de l'archipel des Canaries. Cette île symbolise alors les confins du monde connu. Ptolémée l'avait désignée comme méridien, et dans son journal de bord, Colomb exprime la distance parcourue vers l'ouest à partir de sa position. Point zéro des navigateurs et des cosmographes espagnols, l'île de Fer était également célèbre pour abriter à son sommet un arbre prodigieux, l'arbre saint, el árbol santo, arbre qui revêt la propriété d'attirer les nuages et de les condenser en pluie. Cet arbre unique aurait abreuvé tous les habitants de l'île ainsi que leur bétail. La légende voudrait que les expéditions portugaises échouèrent à plusieurs reprises à conquérir l'île, faute de provisions en eau, alors que les indigènes Guanches, un peuple berbère, connaissaient une source céleste, un arbre miraculeux, le garoé, en langue guanche, attirant les nuages et les résolvant en pluie. Le secret aurait été bien gardé jusqu'à ce qu'une femme guanche, éprise d'un soldat espagnol, ne le révèle aux conquistadors. Christophe Colomb, qui ravitaille ses expéditions successives dans les Canaries, a forcément pris connaissance de ce prodige très fameux à la fin du XVe siècle, et il en aura probablement inféré l'effet asséchant de la déforestation. Au XVIe siècle, les Canaries constituant une escale obligatoire des voyages vers la Nouvelle-Espagne, la description de l'arbre saint devient un classique des chroniqueurs et des naturalistes du Nouveau Monde. Le prodige est ainsi rapporté par l'humaniste italien Pietro Martile d'Anghiera, l'inventeur du mot Nouveau Monde, par Gonzalo Fernández de Oviedo, un chroniqueur naturaliste extrêmement important, ainsi que par Antonio Pigafetta, dans sa première relation d'un voyage autour du monde, à savoir c'est un des 18 survivants de l'expédition de Magellan, ainsi que dans les histoires des Indes de Bartolomé de las Casas, le fameux défenseur des Indiens, et dans bien d'autres textes encore. La fascination qu'exerce l'arbre de l'île de Fer tient également à son inscription dans une série de références bibliques. Les Canaries, à savoir les îles fortunées de Pline, constituaient le lieu extrême de la géographie antique, au-delà des colonnes d'Hercule, au bord du monde connu. Au Moyen-Âge, elles occupent encore une place cardinale dans la topographie spirituelle européenne en tant que lieu réel ou imaginaire du paradis. L'arbre saint évoque, chez les érudits et les poètes de la Renaissance, la fontaine de Jouvence, l'arbre de la connaissance, ou encore l'eau miraculeuse abreuvant les Hébreux durant la fuite dans le désert. Au-delà de Christophe Colomb, cet arbre acquiert donc une visibilité tout à fait extraordinaire dans la culture européenne de la Renaissance. Dans les récits de voyage, dans les ouvrages de botanique ou dans les essais de philosophie naturelle, les références à l'arbre saint, l'arbre fontaine, à l'arbre santo de Fountain Tree, l'Arboreo Fontana, etc. sont absolument innombrables. Quel est le lien entre le garoé, cet arbre saint, et l'Anthropocène? Reprenons la courbe des émissions de CO2 et zoomons sur le début de la courbe, sur la période 1700-1900. La déforestation est alors de très loin la principale source d'émissions de CO2. Selon les modèles, il faut attendre 1900 ou peut-être même 1950 pour que les émissions fossiles, donc de charbon et de pétrole, dépassent les émissions liées au changement d'usage des sols. Or, cette période, le XVIIe, XVIIIe et début XIXe siècle, correspond à un moment intense de débat sur les conséquences climatiques de la déforestation. Pour comprendre cela, il faut se resituer dans le cadre de la théologie naturelle.
la théologie naturelle pense la Terre comme une création parfaite, une machine parfaitement régulée, où les grandes masses de matière s'équilibrent. L'eau, en particulier, circule en permanence de l'équateur au pôle selon un plan divin assurant la fertilité des régions tempérées. Le climat y est donc appréhendé à l'échelle du globe comme la résultante de flux globaux d'eau. Or, le lien entre déforestation et climat passe systématiquement dans les textes des XVIe et XVIIe siècles par des références au Garoé. Par exemple, dans la théologie naturelle anglaise du XVIIe siècle, préoccupée au premier chef par le cycle de l'eau, c'est vraiment l'arbre de Garoé qui sert de réflexion, de point de départ des réflexions sur le lien entre déforestation et changement climatique. Donc, un exemple parmi d'autres, John Evelyn, qui est connu pour avoir créé un traité qui s'appelle Silva dans la décennie 1770, prend le Garoé comme exemple miniature de l'assèchement climatique en cours, selon lui, dans les îles des Caraïbes et qui menace même l'Angleterre. D'une manière générale, la question qui se pose à l'intérieur de cette théologie naturelle est de savoir ce que l'homme fait à la création et de savoir si son action est sanctifiée par Dieu, une question qui hante les intellectuels de l'époque. L'expansion coloniale en Amérique y joue un rôle déterminant. D'une part, parce que la colonisation est perçue comme un immense phénomène civilisationnel, une transformation profonde de la création par le déboisement et la mise en culture de l'Amérique du Nord. D'autre part, parce que d'emblée, on essaye d'expliquer les différences considérables de climat entre des territoires situés sur la même ligne de latitude. Pourquoi il fait un temps relativement clément à Bordeaux et pourquoi il fait très froid à Boston, par exemple. Et la réponse dominante, c'est la déforestation. Par exemple, en 1671, Robert Boyle étudie la question du réchauffement climatique en Amérique du Nord, et la question suscite un intérêt au plus haut niveau. Le roi d'Angleterre, Charles II, reçoit Boyle devant le gouverneur de la Nouvelle-Angleterre, Charles II reçoit le gouverneur de la Nouvelle-Angleterre, John Winthrop, et lui pose la question, est-ce que le climat se réchauffe grâce à la déforestation? Alors, à partir des années 1780, cet optimisme se retourne pour des raisons complexes et nombreuses, liées à la pénurie de bois dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest, à l'aggravation du petit âge glaciaire, à la Révolution française, à la nationalisation des forêts, donc à l'expropriation des forêts du clergé et des forêts aristocratiques, ainsi qu'au paiement de la dette publique. La forêt en France, en particulier, joue un rôle crucial parce que la forêt sert à garantir la dette publique et à payer les indemnités de guerre après 1815 que la France doit payer aux Alliés. Un grand débat traverse alors les sociétés européennes, débat qui porte sur les conséquences négatives de la déforestation. Par exemple, dans les années 1820, en France, après une série de mauvaises saisons liées à l'explosion du volcan Tambora, on est à la fin du petit âge glaciaire, on accuse la révolution, la division des communaux, la vente des bois nationaux et l'exploitation à courte vue des forêts par une bourgeoisie nouvelle. On peut faire plusieurs remarques sur ce débat climatique des années 1820. Premièrement, ce qui est en jeu, c'est bien le cycle de l'eau et pas celui du carbone. Donc ce n'est pas du tout, évidemment, le même changement climatique qu'actuellement. Cela dit, il y a bien des connexions climatiques globales. Par exemple, selon Joseph Banks, le secrétaire de la Royal Society, en déforestant massivement en Amérique, on augmente la quantité d'eau dans l'atmosphère, celle-ci se condense au pôle, ça accroît la calotte glaciaire et ça cause un refroidissement en Europe. C'est un débat aussi qui est scientifiquement équipé. Joseph Banks, par exemple, propose d'étudier les logbooks des baleiniers à travers le temps pour renseigner l'évolution de la calotte glaciaire. En France, c'est à ce moment-là qu'on commence à étudier de manière précise les bancs de vendange. En Suisse, il y a un intérêt très fort pour les moraines glaciaires. C'est en fait à ce moment-là que naît finalement la climatologie historique. Autre remarque, quatrième remarque, le débat est pris en charge par les arènes politiques centrales de l'époque. En 1821, le ministère de l'Intérieur en France commandite une grande enquête sur le changement climatique. Il envoie une circulaire à l'ensemble des préfets en leur demandant de renseigner l'évolution du couvert forestier et ses conséquences sur le climat. Et cinquième dernière remarque, le changement climatique est pensé comme un phénomène irréversible, questionnant le sens même de la civilisation. Comme en déboisant, on transforme le climat, on sape les conditions d'existence de la forêt. À partir des années 1820, un puissant discours que l'on pourrait qualifier d'orientalisme climatique met en garde les États européens contre la déforestation et le changement climatique en invoquant les ruines de civilisations brillantes sises au milieu des déserts. Il faut enfin souligner que dans ces années-là, les sociétés se vivent évidemment dans un anthropocène. L'âge de la Terre, qui a été étendu à 70 000 ans par Buffon, est alors parfaitement commensurable avec l'histoire humaine. Dans les années 1780,
Les savants suisses qui étudient l'avancée des glaciers sont taraudés par l'idée de mort thermique du globe, qui a été avancée par Buffon, et estiment vivre en direct la fin du monde. Dans les époques de la nature, publié en 1778, Buffon expliquait que la 7e et dernière époque de l'histoire de la planète correspond à l'avènement de l'homme comme force planétaire. La face entière de la Terre, écrit-il, porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme. Buffon imagine ensuite une utopie climatique mondiale. En gérant convenablement son environnement, l'humanité pourra modifier les influences du climat qu'elle habite et en fixer pour ainsi dire la température au point qui lui convient. Ce qui montre, soit dit en passant, que l'idée d'un agir humain mondial sur le climat et celle d'une gouvernance globale des COP sont évidemment l'héritière du modernisme des Lumières. Au XIXe siècle, l'idée de cycle de matière est idéologiquement centrale. Du fait de l'essor intellectuel et institutionnel de la chimie, la notion d'économie de la nature se matérialise. Une vision chimique du monde s'impose, qui pense la nature comme un ensemble de flux de matière reliant tous les êtres. Pour les chimistes du XIXe siècle, l'ordre divin se lit avec une clarté nouvelle à l'échelle des atomes et dans la nouvelle langue de la nomenclature. La métaphore astronomique de l'univers horloge est transposée sur la Terre. Les cycles de matière sont autant de rouages concourant à l'habitabilité du monde. L'extraordinaire subtilité des équilibres de matière, le fait, par exemple, que l'atmosphère ne contienne qu'une proportion infime de dioxyde de carbone et que de celle-ci dépende la survie du règne végétal et partant donc de la vie tout entière, témoigne de la fragilité de l'horloge chimique. Selon le chimiste anglais George Phones, dans l'arrangement matériel du monde que la science a mis au jour, tous les corps ont été choisis en référence à toutes leurs relations mutuelles, en sorte que le changement, le plus petit soit-il, doit être incompatible avec la sécurité et l'équilibre du tout. Dès 1845, le chimiste français Jacques-Joseph Ebelman établit les grands principes du cycle global du carbone en identifiant les processus tendant à augmenter ou à diminuer la quantité de CO2 dans l'atmosphère. L'atmosphère est selon lui coproduite par les êtres vivants. Les variations, une citation, les variations dans la nature de l'air ont été sans doute constamment en rapport avec les êtres organisés qui vivaient à chacune des époques. Et en 1855, en pleine révolution industrielle, Eugène Usard, dans La fin du monde par la science, prédisait, je cite, « Dans 100 ou 200 ans, le monde étant sillonné de chemins de fer, de bateaux à vapeur, le monde étant couvert d'usines, de fabriques, le monde dégagera des milliards de mètres cubes d'acide carbonique et d'oxyde de carbone, et comme les forêts auront été détruites, ces centaines de milliards d'acide carbonique et d'oxyde de carbone pourront bien troubler un peu l'harmonie du monde. » Historiquement, on peut douter que la révélation de l'Anthropocène constitue une rupture incommensurable dans l'histoire de la pensée écologique. Au contraire, l'idée d'un système Terre, dont l'équilibre serait menacé par les activités humaines, possède une longue histoire, remontant au moins au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, quand en pleine crise énergétique européenne se croisent la théologie naturelle et les théories de la Terre d'une part, et une vision chimique et matérialiste de la planète de l'autre. Le problème est loin d'être simplement historique. L'effacement du passé, le geste de coupure épistémique, selon laquelle notre génération serait la première à comprendre les dérèglements de la Terre, oblitère la réflexivité des sociétés passées et, ce faisant, dépolitise l'histoire longue de l'Anthropocène. Cela entérine une vision assez idéaliste des enjeux de la crise environnementale, comme si la prise de conscience annonçait une rédemption. Enfin, et surtout, la prétention à la nouveauté, ainsi que la glorification des sciences du système Terre, pourrait justifier le géopouvoir du XXIe siècle, au même titre que la génétique avait légitimé le biopouvoir du XXe siècle. À l'Anthropocène inconscient issu de la révolution industrielle succéderait enfin le bon Anthropocène, éclairé par les savoirs du système Terre. La prétention à la nouveauté des savoirs sur la Terre est aussi une prétention des savants à agir sur celle-ci. Le sublime de l'Anthropocène hérite également du sublime technologique des XIXe et XXe siècles. Dès cette époque, l'idée d'un monde traversé par la technique, d'une fusion entre première et seconde nature, fait l'objet de réflexions ou de louanges. On s'émerveille en particulier des ouvrages d'art matérialisant la rencontre majestueuse du sublime naturel et du sublime humain, viaducs enjambant les vallées, tunnels traversant les montagnes, canaux reliant les océans, etc. De manière plus précise, l'Anthropocène s'inscrit dans une version du sublime technologique reconfigurée par la guerre froide. Il prolonge la vision spatiale de la planète, produite par le système militaro-industriel américain, une vision déterrestrée de la Terre, saisie depuis l'espace, comme un système que l'on pourrait comprendre dans son entièreté, un spaceship Earth, un vaisseau planétaire Terre, dont on pourrait maîtriser la trajectoire grâce au nouveau savoir sur le système Terre. Le sublime de l'humanité force tellurique, le sublime tonitruant de la révélation scientifique et le sublime technologique trouvent leur point de rencontre dans l'entreprise démiurgique que représente la géoingénierie. Ce n'est pas un hasard si l'inventeur du mot Anthropocène, le prix de Nobel de chimie Paul Crutzen, est aussi un des promoteurs des techniques de géoingénierie.
Pour l'écologie politique contemporaine, l'esthétique du sublime de l'Anthropocène pose donc problème. En mettant en scène l'hybridation entre première et seconde nature, elle réénergise l'agir technologique des Code Warriors, la géo-ingénierie. En déconnectant l'échelle individuelle et locale de ce qui importe vraiment, l'humanité, force tellurique et les temps géologiques, elle produit surtout de la sidération. Enfin, l'Anthropocène, comme tout autre sublime, est sujet à la loi des rendements décroissants. Une fois que l'audience est préparée et conditionnée, son effet s'émousse. Le risque est que l'écologie du sublime soit alors appelée à une surenchère permanente, semblable en cela à la course à l'avant-garde dans l'art contemporain. Avant d'embrasser complètement l'Anthropocène, il faut bien se rappeler que le sublime n'est qu'une des catégories de l'esthétique, qui en comprend bien d'autres, le tragique, le beau, le pittoresque, reposant sur d'autres sentiments, l'harmonie, l'ataraxie, la tristesse, la douleur, l'amour, qui sont peut-être plus à même de nourrir une esthétique du soin, du petit, du local, de l'autocontrôle, de l'ancien et de l'involution dont l'agir écologique a tellement besoin. Je vous remercie pour votre attention.